du réseau enseignant francophone à distance. C'est une activité d'une durée d'1 heure qui débute maintenant. Cette séance sera enregistrée, comme on est en train de le mentionner. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous demanderai d'aller vous présenter dans la zone de clavardage, que nous puissions savoir qui est présent aujourd'hui parmi nous. Alors, la période de 1 heure sera occupée principalement par notre conférencier d'aujourd'hui, M. Amaury Dalle, qui va nous présenter sa conférence qui s'intitule « Conseiller et accompagner à distance, rôle, posture et identité des conseillères et conseillers technopédagogiques en FAD ». Alors, il m'a indiqué qu'il pourrait, à certains moments, arrêter et prendre des questions des participants. Et donc, Amaury, tu ne te gênes pas, tu me fais signe en cours de route. Sinon, on va s'assurer de réserver une petite période à la fin du 60 minutes pour prendre les questions qui seront dans le clavardage. Alors, Amaury, c'est à votre tour. Merci. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. C'était très intéressant, en tout cas, quand on s'est rencontrés en février avec Christine, de discuter du sujet qui pourrait éventuellement vous intéresser. Je vois que ça a intéressé quelques personnes quand même. Alors, je vais parler du conseil pédagogique ou de l'ingénierie pédagogique, enfin, oui, on va dire des ingénieurs et des conseillers pédagogiques, de façon générale, et pas nécessairement uniquement centré sur la formation à distance, en fait, mais je vais quand même faire des liens, évidemment. Et puis, ma présence ici pour vous parler de ça est un peu paradoxale, en fait, parce que j'ai été conseiller pédagogique assez longtemps à l'Université de Lausanne en Suisse, également un petit peu à l'Université de Namur en Belgique. Mais je ne le suis plus maintenant, puisque maintenant je suis professeur associé à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne, en Suisse, et je suis responsable des formations continues certifiées pour les enseignants du canton de Vaud. Donc, c'est une école, en fait, c'est une petite université de formation d'enseignants primaire, secondaire, secondaire supérieur, donc l'équivalent des cégep, etc. Donc, voilà un peu mon profil. Et puis, c'est doublement paradoxal parce que dans mon institution, qui est une école de formation d'enseignants, il y a 3 ans, le rectorat a décidé de supprimer le conseil pédagogique et de ne garder que le soutien à l'usage pédagogique de technologies. Donc, on a quand même encore un centre de soutien à l'e-learning, c'est comme ça que ça s'appelle, mais le conseil pédagogique n'existe plus en tant que tel. Voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion d'en parler à un moment donné parce que je vais aborder la question institutionnelle, évidemment, de nos rôles, je dis encore nous, de nos rôles de conseil et d'ingénieurs pédagogiques vis-à-vis des institutions et pas uniquement vis-à-vis des enseignants qui sont nos collègues. Alors, je vais partager ma présentation. Alors, comme l'a dit Christine, je pense que ma présentation va durer environ, enfin, je sais pas, entre 30 et 40 minutes, à vue de nez, comme ça. Donc, soit on a les questions tout à la fin, soit n'hésitez pas à lever la main à un moment donné pour si vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas de questions, moi, j'en aurai pour vous. Voilà, vous voyez ma présentation. Voilà. Donc, le contrat avec Christine, c'était de vous parler du conseil et de l'accompagnement à distance. Bon, évidemment, c'était en lien avec la période de pandémie qu'on a vécue toutes et tous ces derniers temps.
et avec une réflexion autour des rôles, des postures, des identités des conseillères, des conseillers technopédagogiques, en particulier en formation à distance, parce que c'est votre business, si j'ose dire, mais aussi de façon plus générale, parce que ça a beaucoup eu d'impact dans les universités, pas à distance, ou dans les écoles disons, dans toutes les organisations pédagogiques, toutes les institutions de formation, pas uniquement à distance au départ, mais qui ont dû se mettre à la FAD à un moment donné, forcés, contraints. Et on va voir que ça a eu, enfin, en tout cas, selon moi, ça a eu pas mal d'impact sur l'organisation de ces institutions, d'un point de vue pédagogique. Donc, quelques points d'entrée. Il y a un numéro spécial, enfin, il y a plusieurs numéros spéciaux qui sont sortis de la revue de Distance et médiation des savoirs en 2021 et qui portaient notamment sur le rôle des conseillères et des conseillers pédagogiques, technopédagogiques, notamment en particulier après la pandémie. Et on voit qu'il y a des différences avant-après. Et dans tous ces articles-là, en 2021, Daniel Peraya a animé la discussion là-dessus. On s'est rendu compte évidemment du rôle central des conseillères et des conseillers pédagogiques surtout pendant la période de pandémie. On a eu, je pense, beaucoup plus de boulot que d'habitude. Avec une réflexion aussi sur le développement de politique institutionnelle, ce qui avait pas, j'ai une anecdote par rapport à ça, il y avait des développements ou des réflexions institutionnelles aussi sur le développement de la formation à distance et de l'usage de technologies de façon un peu plus générale dans les universités qui n'étaient pas à distance. Et l'anecdote, c'est que j'ai une collègue d'université en Belgique, je ne vais pas dire laquelle, qui m'a raconté que juste avant la pandémie, donc en 2019, il y avait dans son université plein de groupes de travail qui se sont mis à l'ouvrage pour essayer de répondre à la question: est-ce qu'on doit développer la formation hybride et à distance dans notre université, alors que ce n'est pas notre core business, si je peux dire, ce n'est pas la façon habituelle dont on travaille. Quels sont les développements possibles à l'avenir, etc. Et donc, ça avait mobilisé toute l'université. Et la conclusion de ces travaux-là, c'était non, il ne faut pas développer la formation à distance, ça ne sert à rien, on n'est pas au point, il faut absolument de la présence pour se former, le contact avec les professeurs, c'est quand même, on ne peut pas le remplacer, etc. Et juste après, il y a eu la pandémie qui a, qui a vraiment contredit toutes ces conclusions-là, évidemment. Je vais y revenir par la suite parce que actuellement, après la pandémie, beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions ont lieu sur justement le développement de politiques institutionnelles. Et puis, notre identité professionnelle de conseiller, de conseillère, d'ingénieur pédagogique, a mené à différentes tensions. On a été très sollicité, on a vu qu'on avait de l'utilité, bien évidemment, mais qu'on pouvait agir, en tout cas, ou conseiller sur tout un panel de décisions et de questions. Et puis, ça a fait surgir pas mal de tensions, en fait, autour de nos identités professionnelles. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que notre rôle, c'est de faire tout ce qu'on a fait pendant la pandémie? Et donc, ces questions-là, c'est intéressant d'aller lire un peu les articles dans ces numéros-là. Alors, je crois qu'on a toutes et tous entendu ce genre de questions. J'en liste quelques-unes. Comment est-ce qu'on peut éviter, en tant que conseillère, conseiller, la sursollicitation? Comment est-ce qu'on organise notre travail en équipe pour répondre à toutes les demandes? Est-ce qu'on doit encourager ce qu'on appelle le comodal, c'est-à-dire à présent les formations en même temps en présence et à distance, où on a un groupe, le professeur a un groupe d'étudiants
en cours, en classe, et puis un autre groupe qui est à distance, mais en synchrone. Et il y a une diffusion synchrone du cours en ligne et un enregistrement éventuellement. Avec mes collègues, on a testé ça cette année, ce semestre-ci d'ailleurs, on est en plein dedans, où ce qu'on appelle le mode high flex, hyper flexible, où les étudiants, toutes les semaines, choisissent ce qu'ils veulent. Ils participent, ils viennent au cours en classe, ou bien ils participent à distance en synchrone, ou bien en asynchrone, et là, ils voient l'enregistrement du cours. Quelles sont les nouvelles flexibilités pour nos formations? Moi qui suis responsable d'environ 25 programmes de formation pour des enseignants, donc des personnes qui travaillent par ailleurs, qui ne sont pas étudiants à temps plein, beaucoup de questions se posent de personnes qui se disent, moi, pour certaines activités de formation, je pourrais ne pas venir. Il y a beaucoup de demandes de participants, mais aussi des formatrices, des formateurs qui pensent que c'est tout à fait possible d'être un peu plus flexible dans les formations pour adultes. Très souvent, je vais y revenir par la suite, habituellement, en tant que conseiller, on se dit qu'on essaye de faire le mieux possible notre travail d'accompagnement des enseignants, des enseignantes, mais on n'imagine pas qu'on puisse avoir une influence sur la politique institutionnelle en matière de pédagogie. En réalité, si. Je vais essayer de vous montrer que oui, qu'avec certaines stratégies, avec certaines... avec, oui, un petit peu de stratégie, effectivement, institutionnelle, un peu de lobbyisme, peut-être, on peut avoir un impact. Et peut-être que mes collègues qui ont vu leur service démantelé en 2020, en conseil pédagogique, peut-être qu'ils ont loupé certaines choses, ou en tout cas, ou alors c'est l'institution qui a pas écouté, qui n'a pas entendu la stratégie qui est développée. Quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut développer chez les enseignantes, les enseignants? Parce que enseigner à distance, ou partiellement à distance, ou avec des étudiants en présence et à distance en même temps, c'est quand même assez complexe, ne fût-ce que techniquement, hein, maîtriser les outils, mais aussi ça demande une autre organisation. Avec mes collègues, comme on s'est lancé dans le HighFlex, on s'est vite rendu compte, heureusement c'était avec un tout petit groupe d'étudiants, ils sont 10 en fait, mais c'est pas évident, ça demande toute une organisation et des consignes de travail entre les séances de cours qui doivent être adaptées. Maintenant, quelles sont nos nouvelles compétences de conseillère, de conseiller? À la suite de la pandémie, on a dû développer aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et évidemment, on évolue. Et puis tout récemment, il y a la question qui tue et ChatGPT dans tout ça. On en parle tout le temps, en tout cas dans mon institution, je ne sais pas chez vous, mais enfin, il y a aussi des questions institutionnelles. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut conseiller aussi sur ce genre de choses qui paraît un peu improbable, enfin, ça paraît c'est complètement improbable il y a quelques mois. Et puis maintenant, on doit conseiller, on est amené à conseiller nos institutions sur l'usage, sur les règles, sur ce qu'il faut interdire ou pas, sur comment former les enseignants, comment prévenir les étudiants de ne pas utiliser d'une certaine manière, etc. Mais c'est plus un prétexte que je pose cette question, en prétexte que je pose cette question-là. C'est surtout pour montrer à quel point on peut aussi avoir un rôle institutionnel. Alors, ça, c'est le plan, c'est les petits points dont je vais parler. Notre développement professionnel, nos rôles, l'identité professionnelle, les postures professionnelles et comment conseiller son institution. Donc, je vais être un peu généraliste, hein, pas nécessairement centré uniquement sur la formation à distance, mais quand on va parler d'identité professionnelle, en principe, ça concerne tout, les conseillères et les conseillers.
les postures professionnelles aussi, etc. Et les enjeux institutionnels, même si c'est un peu différent évidemment d'une institution à l'autre, eh bien, c'est tout à fait partageable, on va dire. Alors, j'aime bien de citer Jean Donnet et Evelyne Charlier. Déjà en 2006, ils disaient que dans un monde en changement, les tâches et les métiers évoluent au point d'interpeller l'image qu'on se fait soi-même de sa profession, et ça provoque des brouillages et des repères de nos repères identitaires. Et ben oui, toutes nos professions changent, évoluent, que ce soit de notre propre initiative ou de façon subie par l'environnement. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça parce que effectivement, on a vécu pas mal de changements ces derniers temps. J'ai une question pour vous. Je vais vous montrer des photos. Et est-ce que vous vous reconnaissez dans ces photos? Est-ce que pour vous, ça représente votre travail de conseillère, de conseiller, un peu au quotidien? Okay. Et puis après, j'ai une question un peu plus vaste pour vous, pour vous activer un peu. Alors, je vous les montre une à une, et puis dans le clavardage, là, vous pouvez éventuellement en discuter un tout petit peu. Si vous avez quelque chose à dire, absolument, n'hésitez pas à lever la main. Je prends vos interventions. En principe, je verrai les personnes qui... Voilà. En principe, je verrai les personnes qui lèvent. Alors, voilà une première photo. Est-ce que pour vous, ça représente du conseil pédagogique? Une deuxième, c'est probablement un peu la même chose. Je vois, oui, tout le monde se reconnaît dans ce genre de photo. Une autre photo, voilà, plutôt un groupe. Un autre ici. De plus en plus, quelqu'un dit, très bien. Ici, ça a l'air un peu plus flou, mais je ne sais pas, pourquoi pas. Oui. Donc, je vois qu'il n'y a pas de contestation, en tout cas, on se reconnaît bien dans ce genre de photos où on a un contact personnel avec des personnes. On peut imaginer que c'est des enseignants, des formateurs, éventuellement des étudiants. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ça, c'est un peu l'image qu'on se représente, ou que des personnes qui ne sont pas conseillères ou conseillers se représentent à propos de notre métier. Après, ben, c'est vrai que ça peut se faire, comme quelqu'un le dit dans le clavardage, ça peut se faire évidemment via écran. On fait tous beaucoup de réunions de ce type. Alors, sur base de ça, si ça représente un peu, ces photos-là représentent assez bien, c'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, si ça représente un peu assez bien, comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce que vous vous êtes formé à faire ça? Parce que, enfin, jusqu'à preuve du contraire, le nombre de formations de conseillères, de conseillers technopédagogiques ou pédagogiques, certifiants, donc diplômantes, il n'y en a pas énormément, je trouve. Donc, ma question, c'est comment est-ce que vous vous êtes formé au conseil pédagogique ou technopédagogique? J'aimerais bien, individuellement d'abord, que vous réfléchissiez à une situation que vous avez vécue et qui, pour vous, était une situation où vous avez appris quelque chose à propos du conseil pédagogique, où vous avez développé vos compétences. Ça peut être dans n'importe quelle situation, même en dehors de votre institution, ou éventuellement de façon générale. Qu'est-ce que serait une bonne situation qui serait propice à l'apprentissage du conseil pédagogique? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir, et puis peut-être partager vos idées, peut-être dans le clavardage. Je ne vous demande pas de raconter votre vie, mais simplement de dire quels sont peut-être les facteurs ou les
situations, enfin, oui, les facteurs, les conditions qui font qu'on apprend ce métier-là. Quelqu'un dit avec les pairs, par essai-erreur, oui, probablement. L'accompagnement dans d'autres circonstances, oui. Oui, je vois. Il y a le programme de la TELUC sur la technopédagogie, oui. Beaucoup d'occasions, oui. Mentorat, observation, oui, tout à fait. Des formations diplômantes avec des stages. OK. Mentorat. Oui, des études de cas, une partie d'une formation. Oui, dans d'autres circonstances, que ce soit en sport ou en musique, oui. Est-ce que quelqu'un veut commenter ce qui est écrit ou ou ce que vous avez écrit? N'hésitez pas à prendre la parole. On peut prendre un petit moment pour ça si jamais. Alors, ne soyez pas timide, si vous pouvez lever la main ou certainement, moi, Cédal aimerait vous entendre. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Hein. C'est pas grave. Et là, intervention dans des formations. OK. Donc, ça donne un peu un aperçu de circonstances, pas nécessairement formelles. Beaucoup sont informelles ou non formelles, où on apprend, où on développe nos compétences de conseillère, de conseiller. Et on recourt aussi même à des circonstances, des conditions dans lesquelles on était ailleurs que dans notre institution. Alors, ça correspond assez bien enfin, ce que vous partagez correspond assez bien à ce qu'on appelle le développement professionnel. Donc, c'est un processus de changement, de conception, de représentation, mais aussi de pratique, évidemment, de ce qu'on fait, pas uniquement de ce qu'on pense, tout au long de sa carrière, tout au long de sa carrière professionnelle. Et Bernard Charlier avait identifié déjà il y a quelque temps qu'un enseignant, ou en tout cas de façon générale dans les métiers de la formation ou du conseil, on pouvait apprendre de quatre grandes façons différentes par l'action. Donc, en étant plongé, soit en stage, comme quelqu'un l'a dit, soit par essai-erreur, donc en étant plongé dans l'action. On apprend aussi par la réflexion, très souvent grâce à des pairs, donc en discutant avec des collègues, alors que ce soit formel ou informel, hein, ça peut être à la machine à café ou ça peut être dans des moments formels de partage ou d'analyse d'analyse de pratique. Ça peut être aussi dans l'interaction, hein, et l'interaction, ce n'est pas uniquement avec des collègues, ça peut être avec des bénéficiaires, des personnes qu'on conseille, ça peut être aussi dans des formations avec des formatrices, des formateurs ou des participants. Et puis, ça peut être aussi par appropriation. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un a cité un exemple comme ça, mais appropriation, lire un bon bouquin sur le conseil pédagogique ou sur la pédagogie, etc., ça peut être aussi une façon de se former, bien évidemment. Alors, c'est important de se rendre compte de ça parce qu'il y a plusieurs façons de se développer. Et quand je dis que on est en plein changement dans nos métiers, eh bien, ça, ce sont des façons de s'accompagner soi-même dans son propre changement, si j'ose dire. Le conseil pédagogique,
si je le définis comme on le définissait avec mon collègue Emmanuel Sylvestre en 2016, c'est un ensemble d'actions visant à développer la mission d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur et la qualité des apprentissages des étudiants, la mission d'enseignement des institutions et pas uniquement des enseignants, des enseignantes. Donc là, on avait déjà pointé l'importance d'avoir aussi du conseil ou une action envers les institutions elles-mêmes et pas uniquement les personnes. On avait listé toute une série d'actions ou de circonstances dans lesquelles on pouvait agir, la formation au conseil, bien évidemment, l'accompagnement de projets, qui soient individuels ou d'équipe, dans l'usage de technologies, mais aussi pour la flexibilisation de programmes de formation. On agit aussi sur l'évaluation des enseignements ou de programmes, la recherche, et aussi, il y a pas mal de conseillères qui travaillent avec des étudiants sur leur méthode d'étude. Et quand on analyse la littérature sur nos rôles et nos compétences, on a différentes sortes de textes. On a par exemple ici les travaux de Christine Simard qui avait identifié, mais sur base d'une revue de littérature assez conséquente, trois grands types de rôles ou de compétences. On agit sur évaluer ses interventions en démontrant une compréhension du milieu et de la culture universitaire, agir de façon éthique, professionnelle, exercer un leadership pédagogique informel. On voit qu'il y a quelque part aussi, quand on parle de leadership, c'est aussi institutionnel, ce n'est pas uniquement vis-à-vis de ses collègues proches. Appliquer un processus de consultation interne, mener des projets, etc., ou adopter des attitudes propices à l'apprentissage, à la collaboration, influencer dans la relation interpersonnelle. On retrouve encore cette idée de leadership. Et puis, d'autres façons de faire pour identifier des compétences, c'est par exemple une étude qu'on avait faite avec des collègues françaises, c'était de questionner des conseillères et des conseillers pédagogiques et de leur demander, voilà une liste de compétences, classez-les un peu par ordre d'importance pour vous. Et on se rendait compte que la compétence la plus importante à développer, c'était de participer à la vie, au développement de son service. Alors, c'est assez emblématique, c'est-à-dire que les équipes en conseil pédagogique, en général, on est assez soudés, on s'entend bien avec ses collègues, le plus souvent, je trouve. On sait que parfois nos statuts seront précaires, donc il y a beaucoup de solidarité. Et en tout cas, dans beaucoup d'institutions chez nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, on va dire. C'est surtout ça qui soude les équipes. Et puis, les autres compétences, c'était conseiller, accompagner, animer des formations, évidemment, développer sa réflexivité, se développer professionnellement en tant que conseiller, etc. Donc, on voit qu'il y a toute une série de compétences. Et puis, dans notre étude, on a interrogé, mais comment est-ce que vous êtes formé sur ces compétences? Comment est-ce que vous développez vos compétences qui sont listées là? Alors, ça, c'était avant 2020. Et avant 2020, avec Emmanuel Sylvestre, on résumait un petit peu les perspectives du conseil pédagogique par ces quelques lignes. On concluait ce chapitre-là d'un ouvrage en disant que c'est important d'avoir une posture d'ami critique en tant que conseillère pédagogique. Donc, l'ami critique, c'est quelqu'un qui est un ami, donc qui est bienveillant, qui veut du bien aux personnes avec qui il travaille, mais justement parce que c'est un ami, il se permet d'être critique. Il se permet de confronter, de dire ce qui ne va pas, etc. Adopter une posture d'implication distanciée, c'est-à-dire qu'en tant que conseillère et conseiller, on est très impliqué avec les personnes qu'on accompagne dans le travail, mais on doit garder quand même aussi une certaine distanciation. On ne travaille pas sur notre projet, on travaille sur le projet des personnes qu'on accompagne. On doit développer sa réflexivité et puis
jouer un rôle aussi institutionnel. On insistait déjà là-dessus. Et puis, après la pandémie, quand j'ai repris un peu cette réflexion-là, je me suis rendu compte que les collègues parlaient pas tellement de ces postures-là, ils parlaient surtout de postures de recherche. Pourquoi? En fait, quand on analyse les questions d'identité professionnelle, surtout dans le monde universitaire ou de l'enseignement supérieur de façon générale, euh, pour être crédible, il faut faire de la recherche, en fait. Et c'est un peu bête à dire, mais peut-être que en tant que conseiller, et je suis le premier enfin, c'est une petite critique que je me fais même à moi-même, hein, c'est qu'on est parfois un peu naïf par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on on pense que le fait d'être spécialisé en pédagogie, en technopédagogie, en usage de technologie, en FAD, etc., c'est suffisant pour être reconnu parce qu'on a fait des études sur le sujet, parce qu'on a une pratique d'enseignant éventuellement. Mais à l'université, dans les milieux de l'enseignement supérieur, c'est important de faire de la recherche. Et pendant la pandémie, quand on a été énormément sollicité, pour pouvoir continuer à être crédible, ou en tout cas à être des personnes de référence, y compris au niveau institutionnel, au niveau de la hiérarchie de l'institution, on doit montrer qu'on fait des recherches, que ce soit des recherches collaboratives avec des enseignants ou pratiquer soi-même de la recherche à propos de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le Scholarship of Academic Development, en contrepoint à ce qu'on appelle le Scholarship of Teaching and Learning, qui s'applique plutôt aux enseignants universitaires, c'est-à-dire faire de la recherche à propos de ses enseignements. Ici, c'est faire de la recherche à propos de sa pratique de conseillère et conseiller. Et là, ça c'est beaucoup ressorti dans tous les articles des collègues qui ont écrit dans Distance et médiation des savoirs en 2021. Et c'est quelque chose en tout cas avec Emmanuel Silvestre, on n'avait pas vu venir du tout avant la pandémie. Alors, dans nos articles, on avait essayé de décrire des tensions vécues par les conseillères et conseillers dans l'exercice de leur métier. Et ça, c'est peu importe qu'on soit en FAD ou pas, il y a pas mal de questions qui se posent, c'est-à-dire qu'on a souvent des demandes paradoxales de la part de l'institution et des personnes qu'on accompagne. Par exemple, il y a une opposition entre le contrôle et le soutien. L'institution voudrait qu'on puisse avoir un rôle de contrôle de la prestation de certains enseignants, notamment quand ça ne va pas, quand ils ont des mauvaises évaluations, etc. Et dans d'autres cas, et nous-mêmes, on se positionne très souvent sur le plan du soutien. On voudrait accompagner, mais de façon confidentielle. Et ça, c'est pas évident à vivre dans différentes institutions où j'ai travaillé. J'ai des collègues, par exemple, dans certaines institutions où, quand il y a une mauvaise évaluation à la suite d'une mauvaise évaluation par les étudiants, eh bien, on impose à un enseignant d'avoir un conseiller pédagogique au fond de la classe pour l'observer et lui faire un retour à la fin. J'ai déjà vu ça. Ça paraît, enfin, moi, je trouve ça invraisemblable dans le monde académique qu'on puisse faire ça, avec la liberté académique qu'on a en principe. Mais bon, j'ai déjà vu ça. La confidentialité et ce que j'appelle l'accountability, donc le fait de rendre des comptes, ben oui, on voudrait rester confidentiel dans nos accompagnements, mais l'institution demande par ailleurs aux enseignants universitaires de rendre des comptes, de faire des rapports d'activité, etc. Et parfois, on est amené à évaluer aussi. C'est pas facile de l'accompagnement et l'évaluation, c'est aussi un autre paradoxe. On nous demande d'évaluer des enseignants alors qu'on voudrait uniquement les accompagner en toute confidentialité.
Soutien aux enseignants, soutien à l'institution. Vu notre position d'accompagnement d'enseignants, eh bien, on est en position de soutien, mais il y a aussi l'institution qui voudrait être soutenue quand elle veut faire une réforme. Elle nous demande parfois d'être le bras armé de la réforme, même si les enseignants ne sont pas d'accord. Ça peut arriver aussi. L'aide au diagnostic et la prescription, parfois, plutôt que d'aider, d'accompagner, d'amener chaque personne à trouver des solutions qui soient adaptées à leur contexte, eh bien, on a tendance à parfois aller vite et prescrire, dire comment il faut faire, à leur dire si j'étais à ta place, je ferais comme ceci, alors que ce n'est pas vraiment une position d'accompagnement et de développement professionnel qu'on vise chez les personnes qu'on accompagne. Et puis, les différentes approches. Parfois, beaucoup d'enseignants ont peur de conseils pédagogiques qui seraient un peu trop théoriques, qui voudraient simplement appliquer de la théorie pédagogique. On sait que ça ne marche pas comme ça, évidemment, que les théories sont plus des outils de réflexion que des outils d'application. Et l'approche pragmatique de l'enseignement, évidemment, c'est centré sur le faire, l'essai-erreur, la réflexion sur la pratique, etc. Donc, toutes ces tensions-là, on doit les vivre et ça forge un peu notre identité professionnelle. Alors, face à ces paradoxes, ces tensions qu'on doit vivre, dans certaines équipes, nous, c'est ce qu'on avait fait quand je travaillais à l'Université de Lausanne, donc l'UNIL, c'est l'Université de Lausanne, Centre de soutien à l'enseignement, on avait réfléchi pour aller au-delà de ces tensions, comment est-ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, les postures qu'on veut affirmer face à l'institution et aux personnes qu'on accompagne. On avait dit, on fait de l'écoute active, du non-jugement, on adapte nos conseils à l'accompagnement, aux situations individuelles. On respecte les parcours individuels, on prend les personnes là où elles en sont, qu'elles soient expertes ou pas. On a une ouverture d'esprit en matière de conseil et on valorise le plus possible les projets et les pratiques des enseignants au niveau institutionnel. Alors, évidemment, quand on écrit ça, franchement, maintenant en 2023, j'écrirai plus ça. Ou en tout cas de façon beaucoup plus nuancée, dans le sens où on travaille dans une institution qui a une politique institutionnelle, une culture pédagogique particulière, et on ne peut pas en faire abstraction et se positionner comme, je sais pas, c'est un peu naïf, de façon un peu naïve, avec des valeurs de ce type-là qu'on affirme et qu'on ne peut pas garantir dans toutes circonstances qu'on va pouvoir les tenir, en fait. Donc ça c'est évidemment un souci. Et ça conduit à une construction, enfin, ce genre de liste de valeurs et de postures, ça conduit à une identité professionnelle. Donc, ce que j'appelle l'identité professionnelle, c'est un discours évaluatif et attributif à propos de soi-même en tant que professionnel. Donc, c'est une représentation de soi dans un contexte professionnel donné. Et cette identité professionnelle se forge selon 3 points de vue. Un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'individuellement, on a une vision de notre métier, mais aussi dans un champ professionnel, c'est-à-dire le métier en lui-même, peu importe les institutions, qui a des normes, qui a des valeurs, qui a des postures valorisées, etc. Et puis un champ organisationnel, c'est-à-dire que le métier, on l'exerce dans une institution donnée qui a, comme je viens de le dire, des traditions, des coutumes, une culture pédagogique particulière. C'est assez bien présenté dans le schéma de Jean Donnet et Evelyne Charlier. Donc, par exemple, la partie profession, l'identité professionnelle, le champ professionnel,
ça concerne tout ce qui est image sociale de la profession, la définition collective qu'on s'en donne, au-delà des institutions dans lesquelles on exerce, les référentiels de compétences, l'éthique professionnelle, la formation pour aboutir à ce métier et le développement d'une carrière. Tout ce qui est le champ organisationnel, eh bien, c'est le fonctionnement de notre institution dans laquelle on travaille, ses règles, son organisation, son historique, donc aussi sa culture pédagogique. Puis d'un point de vue personnel, c'est son histoire à soi. On sait que les conseillères et conseillers pédagogiques viennent d'horizons extrêmement divers. C'est assez vaste. On a des valeurs individuelles. On a une relation à la profession, à notre organisation qui est différente d'une personne à l'autre aussi. Et au milieu, il y a ce que Jean Donnet et Evelyne Charlier appellent l'identité professionnelle en acte, c'est-à-dire l'identité professionnelle telle qu'elle se vit à un moment donné. Alors, ça induit toute une série de postures professionnelles, en fait, cette identité professionnelle en acte. Par exemple, Anne Jorot, elle parle d'accueil, d'écoute, de médiation. C'est des postures professionnelles, les conseillères et des conseillers. Il faut accueillir les personnes, il faut les écouter, et puis il faut servir de médiateur entre elles et, par exemple, de la littérature scientifique ou pédagogique, ou entre elles et des collègues qui ne seraient pas d'accord avec elles, etc. J'en ai parlé déjà de la position d'amis critique, je ne vais pas y revenir. Donnet et Charlier, ils parlent de médiation, on a un rôle de médiateur, médiatrice entre l'autre, la personne qu'on accompagne et le réel, mais aussi entre, donc ça rejoint la définition de Jorot sur la médiation, mais aussi entre l'autre, l'accompagné, et lui-même à différents moments, parce que les personnes changent d'avis, évoluent dans leur projet, évoluent dans leur carrière, etc. Par rapport à leur projet professionnel aussi. Donnet Charlier parle même de partenariat, d'explicitation des projets dans le cadre d'un contrat tacite, c'est-à-dire qu'avec les personnes qu'on accompagne, on noue une sorte de contrat tacite, même si on ne l'explicite pas toujours, où on va peut-être entamer un partenariat, on peut en parler avec les personnes, dire on va travailler de cette façon-là, moi j'attends de vous ceci et vous pouvez attendre ceci de moi. Et on va expliciter nos projets personnels. Quelques conduites de compagnonnage que Donnet et Charlier expliquent, c'est notamment, mais je vais aller rapidement là-dessus, c'est écouter, c'est expliciter pour soi ces modèles et représentations. Je vais m'arrêter là-dessus, tiens d'ailleurs, je crois que c'est le plus important, c'est que pour nous-mêmes, être au clair avec nos modèles et nos représentations, c'est assez important, en fait, de savoir d'où on parle, quelles sont nos orientations, et puis nos représentations par rapport à l'usage de technologies, par rapport à la formation à distance, etc. On se pose rarement cette question-là, alors que très souvent, en tout cas de plus en plus dans nos universités, on demande aux enseignants de le faire. Donc, c'est-à-dire de rédiger, l'expression anglo-saxonne, c'est Teaching Philosophy Statement, donc sa philosophie d'enseignement, son credo d'enseignement. On demande assez souvent de l'écrire, en tout cas, nous, dans notre institution, on doit le faire à différents moments. En fait, tous les 6 ans, quand on renouvelle nos contrats, en fait. Et puis, on devrait le faire aussi de façon formelle en tant que conseillère et conseiller. Situer le récit et le projet de l'autre, de quel point de vue on parle, aider à expliquer, ça c'est aussi une conduite de compagnonnage importante où on va aider les personnes à analyser une situation ou à analyser une situation pour pouvoir faire un projet. Pas hésiter à confronter avec une casquette d'amis critiques. Aider à objectiver, à analyser, donc c'est-à-dire à trouver des explications
ou essayer de comprendre avec des faits des situations qui sont présentées, qui sont discutées. Une conduite, c'est aussi soutenir le projet de changer. Et encourager, c'est pas nécessairement encourager à changer, c'est accompagner les personnes jusqu'à ce qu'elles se disent tiens, je pourrais peut-être bien changer. Donc c'est même avant d'imaginer un projet de changement. Et puis évidemment soutenir l'intégration du changement une fois qu'il est décidé et intégré dans l'organisation. Donc, ce bouquin-là de Jean Donnet et Evelyne Charlier, c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est centré sur le métier d'enseignant, notamment, mais aussi sur comment on accompagne des enseignants dans tout type d'institution de formation en réalité. Alors, en parlant avec Christine Simard en février, on parlait aussi de communauté de pratique. Et si je me réfère un peu à ce que vous avez écrit dans le clavardage tout à l'heure, on apprend beaucoup de ses collègues, vous avez dit, certains en tout cas on dit ça, et puis on parle du coup de pas mal de communautés de pratique, que c'est comme ça aussi qu'on se développe, et effectivement les communautés de pratique, ce sont des groupes de personnes qui partagent un même centre d'intérêt, une même profession, et donc qui approfondissent leurs connaissances dans ce domaine en interagissant de façon continue, donc en travaillant ensemble, mais aussi en se formant ensemble, en échangeant, en analysant des pratiques ensemble. En faisant ça, elles attribuent de la valeur à leurs interactions, et donc elles s'entraident pour résoudre des problèmes, et en même temps, elles mettent à disposition des ressources. Et de cette façon-là, elles développent progressivement une identité propre dans leur domaine. Alors, disons, le concept de communauté de pratique, depuis 2002 et même depuis 1998-98, quand Wenger avait écrit son premier livre, depuis lors, le concept a peu évolué. Ça fait 25 ans quand même. Hein. Okay. Donc, il a relativement peu évolué et en réfléchissant à la question de l'identité, quand on parle de communauté de pratique, on dit le dernier point là sur cette dia, c'est développe progressivement une identité propre dans leur domaine. En réalité, dans une communauté de pratique, on ne développe qu'un champ de l'identité professionnelle. C'est justement l'identité dans le champ professionnel, c'est-à-dire développer son métier, sa profession, les normes de sa profession. Alors, plus localement, quand on est dans une communauté de pratique institutionnelle, mais bien souvent, il y a beaucoup de communautés de pratique de conseillères et de conseillers qui sont interinstitutionnelles ou internationales. On est plutôt dans le champ professionnel, si je reprends le schéma de Jean Donnet et Evelyne Charlier tout à l'heure, cette dia-ci. Alors qu'en réalité, on a besoin aussi du champ personnel et du champ organisationnel. On a aussi besoin de se poser des questions sur, c'est très bien, il y a une définition collective de notre métier, mais comment est-ce que cette définition-là se développe ou s'applique dans mon institution? Et aussi par rapport à moi-même, qui a une histoire, des projets, des valeurs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes que la définition collective qu'on en a. Donc, j'ai envie de dire que j'aime bien les communautés de pratique, je trouve que c'est très intéressant, mais peut-être qu'on pourrait se poser des questions plus personnelles et organisationnelles aussi au sein de ces groupes de développement. C'est à débattre, évidemment. C'est en tout cas une proposition que je ferai. Et puis, je vais finir un peu là-dessus sur comment conseiller son institution, comment est-ce qu'on développe une politique institutionnelle en formation d'adultes. Et là, je vais parler à la fois on peut se baser pour réfléchir à ça sur de la littérature. On avait écrit avec Geneviève Lameule et Bernadette Charlier sur le développement de l'innovation dans une institution, l'innovation pédagogique. Mais
je peux aussi parler de mon expérience personnelle dans mon institution actuellement, où eh bien, le rectorat a demandé à un moment donné, mais on ne peut pas revenir à la normale, en tout cas revenir à la situation de 2020, de 2019 en matière d'enseignement. On a développé des compétences, des pratiques, des techniques d'enseignement à distance, hybride, hyper flexible. Mais il faut qu'on puisse bâtir là-dessus une nouvelle politique institutionnelle. Alors, en tout cas, les éléments que je retiens, en tout cas, de ce qu'on a fait cette dernière année avec quelques collègues pour conseiller l'institution, c'est d'abord de réseauter en interne, c'est-à-dire d'être au clair avec qui a le plus d'influence. Et qui a le plus d'influence, ce n'est pas nécessairement qui prend les décisions. Et de pouvoir discuter avec ces personnes-là et de les identifier. Analyser la politique interne existante, même si elle n'existe pas formellement. Il y a beaucoup d'institutions qui n'ont pas de politique claire de développement, de formation à distance ou de formation pédagogique ou de développement pédagogique. Ça peut être analyser la culture interne à ce niveau-là. C'est important de se fonder sur des faits. Un rectorat ne va pas nous croire si on leur dit « Ah, c'est vraiment important de développer la formation à distance parce que je l'ai lu dans une revue ou parce que moi-même, j'ai une bonne expérience de ça. » Là, il va falloir être convaincant, en général, sur des faits scientifiques ou en tout cas des analyses larges, des études larges sur quelles sont les plus-values et les moins-values de la formation à distance dans une institution d'enseignement supérieur. Sonder les enseignants, les étudiants, les responsables de programme, c'est ce qu'on a fait. On a fait une large enquête auprès de tout le monde pour connaître leurs représentations, leurs besoins, leurs attentes, les gains attendus. Alors évidemment, on a des gens qui sont très enthousiastes, mais des gens qui ne sont pas du tout enthousiastes. Le but, ce n'est pas de réconcilier les points de vue, mais en tout cas, d'entendre ce qui est dit et d'en tenir compte quand on va rédiger une politique institutionnelle. Et donc en visant une certaine cohérence d'ensemble, que ce soit en interne, mais aussi vis-à-vis de partenaires. Dans les programmes de formation que je dois coordonner, on en a plusieurs qui sont interinstitutionnels. Et toutes les institutions n'ont pas nécessairement la même politique. Donc il faut une certaine cohérence. Évaluer les besoins, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on parle d'innovation pédagogique dans des institutions, personne n'est contre. Tout le monde est enthousiaste quand on dit de l'innovation pédagogique. N'importe quelle rectrice, recteur, présidente d'université dit « mais oui, évidemment, il faut innover, il faut faire de l'innovation ». Puis quand on leur dit, ben oui, mais alors il va falloir acheter du matériel, il va falloir engager davantage de personnes pour soutenir les projets des enseignants, etc. Là, ils réfléchissent un peu plus à ce que ça représente effectivement de soutenir l'innovation. Et donc, évaluer les besoins et même les chiffrer, c'est assez important, y compris les besoins des étudiants. Anticiper les usages, ce n'est pas facile, mais en faisant de la veille technologique et pédagogique, on peut essayer d'anticiper les usages, soutenir les usages et les projets, et puis surtout aussi planifier. C'est-à-dire, on aimerait bien, à la fin 2025, arriver à ce que certains programmes puissent être complètement flexibilisés, ou certains cours, etc., avec des objectifs réalistes. Et puis, se doter aussi de méthodes d'évaluation des actions et de l'atteinte des objectifs. Dans une politique institutionnelle, il y a évidemment des objectifs spécifiques et donc forcément, à un moment donné, il faudra en rendre compte et les évaluer. Voilà, je m'arrête là. C'était un peu ce que je voulais vous dire sur l'état actuel des réflexions qu'on peut avoir sur le métier de conseillère et conseiller, pédagogique ou technopédagogique. Et j'écoute volontiers vos questions, vos remarques.
ou vos objections éventuellement. Eh bien, merci beaucoup, Amaury, pour cette présentation très, très riche qui nous amène à réfléchir à différents aspects de notre rôle de conseiller pédagogique. Je vais, donc, la période de questions débute. On approche, en fait, de la fin de la période de 60 minutes qui était allouée. Donc, on va voir si les gens peuvent rester avec nous pour déborder un petit peu après 1 heure ou s'ils doivent retourner à leurs autres obligations. Je vais voir s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, poser des questions. Je vous invite à lever la main. Je partagerai aussi les dias, hein, je vous les envoie. Ah oui, tout à fait. Et l'enregistrement de cette présentation va devenir disponible aussi sur la chaîne YouTube du REFAD. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vous voulez partager? Tout le monde est resté en ligne avec nous tout le long. Alors, il y avait clairement de l'intérêt de la part des gens qui étaient en ligne aujourd'hui. Eh bien, moi, si personne ne se lance, moi, je vais me lancer un petit peu. Moi, j'ai trouvé que un des aspects qui est effectivement très important pour être capable allez, les gens vous commencent déjà à vous remercier, c'est ça, ils doivent quitter. Très bien, merci aussi. C'est ça, c'est l'aspect, tout ce qui concerne la sensibilité aux enjeux organisationnels, pour être capable d'intervenir de façon pertinente. Pour les gens qui sont en communauté de pratique, est-ce que vous auriez des suggestions à nous faire pour renforcer en fait cet aspect-là de notre… Oui, mais ça peut être en communauté de pratique, aborder des questions institutionnelles et pas uniquement de conseils, de formation, une question qu'on peut traiter dans une communauté de pratique, c'est par exemple comment faire de l'influence auprès d'une institution ou de département ou de faculté pour encourager de l'innovation pédagogique ou de la flexibilité dans les formations, etc. Ça peut être ça. Il y a pas mal de littérature là-dessus, par exemple. Je sais que dans les communautés de pratique, on a beaucoup d'activités de formation diverses, comme je sais pas, un journal club ou des activités comme ça, où on analyse des situations aussi. Donc, je conseillerais plutôt d'aller d'aborder aussi des questions institutionnelles, en fait. Excellent, merci. Alors, c'est ça, les gens, malheureusement, quittent en bon nombre parce que c'est pour vous, il est tard en Suisse, je sais, mais pour nous, c'est le retour à l'autre, Oui, ma journée n'est pas réunion finie. c'est ça. De toute façon. Alors, j'ai Jean Leclerc qui… Excusez-moi, non, pardon, je croyais avoir vu une main. Alors non, j'ai seulement des tas de remerciements pour vous, formation très pertinente, très intéressant. Oui, alors effectivement, vous avez réalisé en fait un de mes rêves professionnels de longue date en étant présent avec nous aujourd'hui, en acceptant l'invitation du REFAD. Alors, je rappelle aux participants qu'il y a dans le chat, dans le clavardage, on a mis le lien vers le formulaire d'évaluation. Merci de le compléter. Ça nous permet d'orienter aussi les prochaines présentations du REFAD pour savoir ce qui vous intéresse. Et non, je n'ai toujours pas d'autres questions parmi les participants qui sont encore en ligne. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil, pour l'invitation. Et puis, bonne suite à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup, le plaisir fut nôtre. Au revoir.